on va parler, alors je sais pas si ça sera positif, négatif, l'idée c'est que ce soit neutre et qu'on puisse expliquer les choses de manière scientifique. On a beaucoup de chance aujourd'hui puisque nous a rejoint sur le Skype Albert Moukébert qui est docteur en neurosciences cognitives à Paris. Ça fait hyper classe en tout cas. Comment tu vas Albert? Ça va et vous? Bah, ça va très bien. Tu es d'une couleur atypique, mais c'est aussi... Oui, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais en tout cas, j'espère que ton intervention aussi sera atypique et ainsi nous serons synchro. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà qu'est-ce que c'est exactement ton métier? Parce que ça fait hyper classe, mais qu'est-ce que c'est? Alors, c'est deux métiers un peu parallèles. Donc, d'un côté, la psychologie, que tout le monde connaît. Je suis clinicien, donc je fais de la thérapie. J'ai travaillé en psychiatrie à l'hôpital. Et neurosciences, c'est en fait l'étude des bases biologiques de la psychologie. C'est-à-dire, j'étudie comment fonctionne le cerveau, mais pas d'un point de vue neurologique comme la médecine, mais d'un point de vue de comment est-ce qu'on ressent une émotion, comment est-ce qu'on réfléchit, comment est-ce que on a une idée, comment est-ce qu'on forme une opinion, comment est-ce qu'on change d'avis. Et donc j'allie les deux, la psychologie et les bases biologiques de la psychologie. Ça fait neurosciences et psychologie. Et t'as fait combien d'années d'études du coup? J'ai fait un master de psycho, un master de neurosciences et une thèse. C'est classe, c'est bien. Est-ce que tu peux nous expliquer alors ton ressenti, puisque c'est une de nos grandes questions, comment est-ce qu'on peut appréhender cette période qui est pleine d'incertitudes? Alors il y a plusieurs choses. Déjà, effectivement, tout se joue au niveau de l'incertitude. Notre cerveau est un peu une sorte d'organe qui essaye tout le temps de faire des prédictions sur comment est-ce que le monde va réagir, que ce soit nos proches, le marché, la météo, etc. Et on adapte nos comportements à ces prédictions. Et en général, l'expérience, c'est quoi? C'est réduire les degrés d'incertitude dans un certain domaine. Quand il y a des changements, le niveau d'incertitude remonte et l'incertitude, c'est quelque chose qui module énormément nos prédictions parce qu'elles deviennent moins bonnes. Et effectivement, c'est là où, par exemple, on peut ressentir de l'anxiété, du stress, l'inconnu pour des raisons, par exemple, qui peuvent être évolutionnistes. C'est-à-dire, on a tendance, quand on est dans des situations plus incertaines, à avoir plus de principes de précaution pour préparer les différents scénarios possibles. Après, le cerveau du dirigeant ou pas de dirigeant, je pense que c'est un peu la même chose. La différence, c'est où se situe l'incertitude. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de devoir prendre des décisions, de est-ce que je vire des employés ou pas. Ça, ce serait l'incertitude chez le dirigeant. Mais de la même manière, un employé est face à une autre incertitude. Est-ce que je vais conserver mon boulot ou pas? Mais on est tous face à certaines formes d'incertitude. C'est juste la nature de l'incertitude qui change. Et encore une fois, l'incertitude, ça fait pas mal c'est une situation un peu spéciale, j'ai envie de dire, pour nos prises de décision, nos émotions et nos pensées. Est-ce que tu sens que cette crise-là sanitaire qu'on traverse et qui est inédite dans l'histoire de notre humanité à nous, à notre échelle, est-ce qu'elle a des similitudes avec d'autres périodes et dans tes analyses, est-ce que tu y trouves des périodes qu'on pourrait comparer? Oui, bah en fait, les crises épidémiques, surtout d'épidémies de maladies, c'est quelque chose qui est très très commun. Je suis en train d'ouvrir un article que j'ai trouvé juste pour vous montrer combien c'est pas si nouveau que ça. En fait, on a quelque chose dans notre cerveau qu'on appelle la transférabilité des compétences. On est très mauvais à ça. On apprend très mal les uns des autres et de génération en génération. Mais donc voici, je vais vous lire 9 points d'un texte qui s'appelle La peur en Occident de 1978, sur répéter quelque chose au cours des siècles, indépendamment de l'épidémie. Donc quand il y a eu l'épidémie de choléra, la peste noire, et maintenant Covid. Donc je vais vous les lire. C'est un texte de qui, pardon Albert? C'est un texte de Jean Delumeau. Et ça s'appelle La peur en Occident. Et donc c'est 9 étapes. C'était un auteur sociologue qui étudie les réactions face à des pandémies, des épidémies, etc. D'accord. Et donc les 9 points, chronologiquement: 1. Le déni des autorités. 2. La légèreté de la population. 3. La panique et l'exode. 4. Les débuts du confinement. 5. La distanciation sociale. 6. Le rejet des malades. 7. L'abandon des rites funéraires. J'espère qu'on n'arrivera pas là. 8, les héros et les autres. Et 9, la recherche de coupables. Et je pense qu'on a déjà passé par pas mal de cette liste. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des spécificités à ce qu'on est en train de vivre nous, mais la plus grande spécificité de notre époque, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. C'est de pouvoir, pendant les périodes de confinement,
discuter les uns avec les autres, s'appeler au téléphone, faire des apéros Skype, continuer à travailler, alors qu'avant, genre la dernière grosse épidémie qui a touché vraiment beaucoup de gens, à part les épidémies qui sont en cours, mais par exemple l'épidémie d'Ebola, la Corée du Sud avec le MERS, etc. Mais si on parle d'épidémies où beaucoup de gens ont été confinés, etc., c'était la peste, la grippe espagnole, pardon, au début du XXe siècle. Les gens, il y avait des personnes qui passaient fermées à clé les maisons des personnes, et vous êtes coincés chez vous. On l'a vu en Chine, ça aussi. On a vu des images qui faisaient très peur de situations un peu similaires en Chine. Heureusement, c'est pas encore le cas ici, mais... Parce que c'est ce qu'on faisait, en fait. Ils étaient en train de refaire, c'est ce qu'on a toujours fait quand il y a eu des épidémies comme ça. Après, notre connaissance scientifique nous permet de gérer infiniment mieux, parce que, par exemple, il y a certaines épidémies où on fermait les gens chez eux, mais ils savaient pas que le virus se transmettait aussi par l'animal, et donc ils avaient, par exemple, des rats partout, et les gens mouraient chez eux. Alors que nous, en fait, il y a 2 points qui sont importants pour moi à mentionner. Le premier, c'est que je pense qu'on n'a pas conscience de la rapidité avec laquelle on a répondu à l'épidémie d'un point de vue scientifique. Je ne parle pas du tout de politique, c'est pas ma spécialité, mais d'un point de vue scientifique. C'est-à-dire, les premiers symptômes sont apparus en décembre. Fin janvier, on avait déjà identifié que c'est un nouveau virus. Ouais, le 5 janvier, je crois, les Chinois publient le génome le 5 janvier, où il est repris par l'OMS le 8, donc c'est début janvier. Ouais. Exactement. Donc, on avait identifié que c'est un nouveau virus, identifié les symptômes du nouveau virus, identifié un test pour pouvoir savoir si quelqu'un l'a ou pas, et séquencer son génome en moins de 1 mois et demi ou 2. Alors qu'avant, on pouvait passer des mois avant de savoir pourquoi est-ce que les gens sont malades. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. On est tout le temps axé sur le traitement, mais déjà savoir c'est quoi le problème, c'est une énorme partie de la médecine, et ça, c'est vraiment grâce à nos progrès. Mais alors du coup, le fait qu'on ne l'ait pas nécessairement pris en compte, parce que si on avait, je me dis tout le temps, si on avait su les proportions que ça allait prendre, alors dès le premier cas en Europe, on aurait pris les mesures qu'on prenait là, elles auraient été plus efficaces. Quitte à être en confinement, il valait mieux l'être avant. À ton avis, est-ce que c'est un biais cognitif qui fait qu'on est dans le déni tant que ça nous est pas sous le nez? Est-ce que nos dirigeants avaient bien les éléments, mais ils savaient que nos cerveaux, à nous de citoyens, n'étaient pas prêts à accepter les mesures qu'on allait nous imposer, et donc fallait attendre un peu? C'est quoi ton analyse là-dessus? Mon analyse, c'est que nos dirigeants sont comme nous. Ils ont attendu que ça leur arrive dessus. Ouais, ils ont le même cerveau que nous. C'est-à-dire, souvent, quand on parle des dirigeants, on les sort de leur contexte. Comme si, je sais pas, par exemple, je suis docteur en neurosciences et psychologue, j'ai ma personnalité, etc. Imaginez que demain, je deviens président de la République. Je ne change pas, juste parce que j'ai pris des fonctions. Mais quand on parle des politiciens, des fois, on les connaît. Par exemple, Donald Trump, on le connaît depuis toujours. Le mec, il est à la télé depuis les années 80. Il devient président et les gens pensent que soudainement, il va devenir un autre homme. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Mais on a quand même un président qui nous a dit je m'en remets au comité scientifique que je mets en place, et donc de fait j'abandonne en fait mon irrationnel au profit du rationnel de la science. Donc toi tu nous dis que la science avait tous les éléments il y a bien un moment. Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui en fait quelque part d'une certaine manière ils nous mentent parce que c'est pas possible de s'en remettre au rationnel? Alors il y a plusieurs éléments. La première, c'est que le comité scientifique fait des recommandations. Ça veut pas dire qu'elles vont être suivies. Donc déjà, elles ne sont pas coercives légalement. Vous pouvez télécharger les recommandations du comité scientifique à chaque fois qu'ils ont fait des recommandations, et vous pouvez voir qu'ils n'ont pas été tout le temps suivis parce qu'il y a d'autres considérations, et je ne suis pas président de la République, donc je ne sais pas comment ils décident pour faire ces délibérations, mais il y a des recommandations. Et deux, la science, et ça c'est quelque chose sur lequel moi je travaille beaucoup, on présente la science comme quelque chose d'objectif et de rationnel et de propre, et qui ne se trompe jamais. Mais la science, on se trompe tout le temps. On se trompe tout le temps. Et donc la science est faite aussi par des humains. Et on a aussi nos cerveaux, etc. Donc, on n'avait pas encore assez d'éléments. On savait, on avait identifié le génome, etc. Mais on n'avait pas assez d'éléments pour pouvoir aussi tout prédire. C'est un virus qui n'existait pas il n'y a même pas 2 mois. On ignorait toutes ses propriétés, son taux de létalité. Et en plus, il semblerait que le gouvernement chinois a pas mal caché les débuts de l'épidémie, le nombre de morts, etc. Donc il y a eu pas mal de biais aussi dans les données qu'on recevait. Mais c'est vrai que il est relativement clair qu'il y a 2 choses. La première, c'est que le système politique, pour des considérations que je comprends pas, mais je suis pas à leur place, et c'est pas un jugement, c'est juste un constat, a vraiment pris le temps
alors qu'il aurait pu réagir beaucoup plus vite parce qu'on avait des éléments vraiment plus propices. Bien avant, par exemple, bien avant les élections, bien avant tout ça, on savait que ça devait pas se passer. Et les recommandations du Conseil scientifique, c'était ça. Il y a eu des articles sur pourquoi ils n'ont pas suivi les recommandations, etc., etc. Et la deuxième, c'est que moi, je travaille beaucoup sur les contextes et les systèmes. Comment est-ce qu'on crée un système plus résilient? Tout à l'heure, Tim parlait de comment est-ce qu'on peut se préparer pour le futur, pour de prochaines épidémies, etc. Il n'y a rien qui dit que la prochaine épidémie va être une épidémie qui touche aux voies respiratoires et on ait besoin de respirateurs. Peut-être que la prochaine, on appelle ça des contextes de changement massif de rythmes sociaux, peut-être que ça va être une pénurie d'eau à cause du réchauffement climatique. On ne sait pas. Par contre, quand on réfléchit à ces prévisions et ces prédictions, le but c'est de préparer des systèmes résilients. Pas de préparer des réponses résilientes. Des systèmes résilients, c'est-à-dire comment est-ce que je crée des systèmes qui, si elles se mettent à l'arrêt pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ben on se retrouve pas avec des patrons qui sont obligés de virer leurs collaborateurs et ne pas dormir, et des personnes qui se retrouvent au chômage en période de crise. Ce que cette crise nous montre, c'est que nos systèmes ne sont pas résilients. On parle tout le temps de l'individu. Franchement, les humains sont beaucoup plus résilients que ce qu'on croit. On a Homo sapiens, c'est 300 000 ans d'existence. Je vous le dis, c'est pas un confinement de 2 semaines, 3 semaines ou 4 semaines qui va créer des traumas dans le cerveau et qui va faire que tout le monde pète des câbles. On est vraiment une espèce résiliente et il faut faire très attention aux récits qu'on se raconte dans nos cultures. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une sorte de récit que les humains, c'est quelque chose de fragile, qu'à partir de n'importe quel choc, oh mon Dieu, on est tous en stress post-traumatique. C'est quoi, c'est la société qui est fragile, du coup? Oui, c'est notre système. Notre système est fragile. On a un système qui n'est pas... La résilience, c'est quoi? C'est pouvoir encaisser un choc sans s'effondrer. Ça vient de la physique. C'est combien est-ce que je peux mettre un poids sur un ressort avant qu'il ne se dénature. Et notre système actuel, mondial, économique, de marché, etc., est en train de montrer qu'un virus on est quoi, depuis 2 semaines en confinement ou 3 semaines en confinement, c'est la débandade totale. Et ça, avec les prévisions sur le réchauffement climatique qui arrivent, on est vraiment encore au début des changements massifs qu'on va devoir survivre. Et la question va être pas comment est-ce qu'on fait pour que les individus encaissent mieux ces changements qui vont se passer, que ça soit dans 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Vous savez, une épidémie comme le coronavirus, beaucoup de gens l'ont anticipé. C'est pas vrai que personne l'a anticipé. Une personne pas très connue qui s'appelle Bill Gates a un TED de 2015 qui dit on n'est pas prêt pour ça. Et il y a eu dit le prochain problème, ce sera pas une bombe atomique, ce sera effectivement une épidémie de ce type-là. Et on avait échappé à des épidémies, à celle au Moyen-Orient et puis au premier SRAS, et on savait que ça aurait pu dégénérer. Mais justement, comme tu nous as aussi lu un texte qui date d'une quarantaine d'années et qu'on se rend compte que les étapes sont un peu les mêmes, est-ce que c'est pas physique? Est-ce que c'est pas notre cerveau qui nous empêche, et est-ce qu'on peut faire quelque chose pour réagir avant, ou est-ce qu'on sera pas éternellement une espèce qui attend le dernier moment? Non, je pense pas que c'est notre cerveau, parce qu'encore une fois, quand on parle du cerveau, on parle de l'individu, alors qu'en tant que collectif d'individus, on peut mettre en place des systèmes qui soient résilients à travers l'expérience. Et la preuve qu'on peut avancer sur pourquoi c'est pas un problème biologique lié à l'individu et pourquoi ça se joue au niveau du système, c'est la Corée du Sud. La Corée du Sud, en 2015, a vécu une pandémie de coronavirus. Une fois qu'ils l'ont vécu et qu'ils sont sortis, c'est pour ça qu'il y a par exemple beaucoup de théories du complot d'une série coréenne qui parle du coronavirus en 2017. Bah, c'est normal parce qu'en 2015 ils l'ont vécu, donc ils ont fait des films dessus. Ils ont changé leur système pour qu'ils puissent encaisser une nouvelle éventualité. Et quand vous regardez, la Corée du Sud est parmi les meilleurs à gérer cette crise. Et certains pays qui n'ont pas vécu d'épidémie s'en sortent aussi mieux. Et un pays dont on ne parle pas beaucoup, peut-être, c'est le Portugal. Le Portugal a eu un système, après une crise économique, de financer, de gouvernements successifs, des systèmes publics qui peuvent permettre d'encaisser plusieurs crises. Et vraiment, si on lit la résilience des systèmes, ces domaines, on les connaît tous intuitivement. Il faut financer le système de santé au cas où il y a des crises liées à la santé, et c'est ce que le Portugal a fait. Et du coup, maintenant, ils sont capables pas seulement de soigner leur population, mais de même régulariser les sans-papiers qu'ils ont chez eux pour pouvoir les soigner légalement. Le système éducatif pour pouvoir créer de l'innovation, parce que si on a une crise, on a besoin de personnes qui peuvent séquencer l'ADN, créer des vaccins, créer des médicaments, etc. 3,
l'industrie militaire, et ça c'est déjà le cas au cas où il y a des agressions physiques pour pouvoir répondre. Et 4, le secteur de l'écologie, parce que c'est là où les risques systémiques futurs peuvent se loger. Donc éducation, santé, défense et climat. Malheureusement, beaucoup de pays occidentaux ont abandonné l'investissement public dans 3 de ces 4 domaines. On a conservé le militaire, mais on n'a pas. Alors que le Portugal, par exemple, on continue à investir les 4. Hein. Je dis pas qu'il faut rien faire, etc. Et là, ils ont un système qui est plus résilient. Mais c'est très important de comprendre que c'est vraiment souvent à l'échelle groupale que l'espèce humaine a fait face aux challenges qui se sont érigés devant elle, et que ça a été très rarement des réponses individuelles. Mais est-ce que c'est pas souvent des expériences qu'on a vécues soi-même en tant que groupe, justement? Est-ce qu'on peut s'inspirer de l'expérience des autres pays, ou est-ce que par nature, que tu donnais l'exemple de la Corée, justement c'est parce qu'ils ont eu cette expérience-là que eux sont prêts à prendre des décisions, mais aussi que leur population est prête à accepter des mesures extrêmement coercitives, de privation de liberté aussi, de tracking total de la population, alors qu'on imagine que la mise en place d'un tel dispositif en France aurait été vécue comme un choc énorme, parce que tant qu'on ne l'a pas vécu, on n'est pas prêt à l'accepter. On l'a vu, le déni, il a été jusqu'au dernier moment. Nous tous, on l'a tous vécu, alors que, enfin moi par exemple, je suis pas du tout fermé à la science et à plein de paramètres, mais j'ai l'impression de ne pas avoir pu prendre conscience de la réalité de la situation tant que je n'y ai pas été confronté. Il m'a fallu beaucoup de temps. Oui, mais aussi parce que comment vous prenez conscience de quelque chose, ça dépend des sources et des indices. À qui est-ce qu'on fait confiance? À partir de comment, moi par exemple, je travaille sur comment est-ce que je forme une opinion. Et une opinion se forme énormément en quoi j'ai confiance. Par exemple, quand il y a eu les premiers éléments qui nous faisaient penser qu'il y avait quelque chose qui arrive comme ça, ben, en général, on fait confiance aux autorités, qu'elles soient des autorités scientifiques, des autorités politiques, etc. Et l'État, c'est là où l'État, par exemple, a péché, n'envoyait pas des signaux homogènes pour que tout le monde prenne conscience. C'est-à-dire, quand on nous dit on va fermer les facs et les universités, mais on va garder les boîtes ouvertes, ben là, oui, où on va aller voter, qui était quand même, à mon avis, ou bien on va aller voter, par exemple. Et c'est des messages paradoxaux qui font que, aussi vous que moi aussi, je pensais pas au début qu'on allait être confiné comme ça, parce que les signaux, comment on formait notre opinion, l'information à partir de laquelle on formait notre opinion, n'indiquait pas ça. Mais d'autant plus qu'on a le sentiment souvent qu'il n'y a pas de consensus scientifique. Pour reprendre l'exemple du début de l'épidémie, je crois Le Monde fait un article le 10 janvier en expliquant ce qui se passe en Chine, en expliquant que l'OMS a le séquençage du génome, etc. Et puis l'OMS, à la fin des préconisations, dit, et on le voit dans l'article, qu'il ne préconise pas un confinement qui est contre-productif du point de vue des conséquences économiques. Donc déjà l'OMS, qui est, pourtant c'est pas son boulot normalement de se préoccuper de l'économie, mais ils rendent un avis dans lequel ils disent on vous préconise de ne pas le faire parce que ce n'est pas efficace. Et puis on l'a vu encore plus récemment avec les différents conflits scientifiques qu'on peut avoir, et notamment dans ce pays, où il n'y a pas le sentiment d'avoir un consensus scientifique. Dans les différents points que tu as cités tout à l'heure sur les différentes étapes, tu as mentionné la recherche de responsables, t'as pas mentionné la recherche de héros. Est-ce que c'est un truc qui existe? Parce que j'ai l'impression qu'en France, on vit ça. Ah si, le point juste avant la recherche de coupables, c'est les héros et les autres. C'est le point 8. Je l'avais loupé alors. Les héros, c'est pas grave. Mais du coup, on en est déjà là. En fait, nous, on a tout mélangé au final, parce qu'on en est déjà à trouver des responsabilités alors qu'on n'a pas fini. Et le héros, on a envie de le trouver rapidement. C'est quoi? C'est une réaction humaine d'avoir envie tout de suite de se trouver un héros? C'est une réaction de réduire l'incertitude. S'il y a quelqu'un qui porte une blouse blanche qui dit j'ai un remède miracle, ça réduit l'incertitude de 100% à 0 instantanément. Et donc on se dit cool, c'est ça, et en plus c'est un médecin. Mais en fait, moi par exemple, en dehors du confinement, dans ma vie de normal, quand j'avais un rythme normal, moi je travaille beaucoup sur la popularisation de la science pour expliquer que la science, c'est beaucoup plus souvent un dissensus qu'un consensus, surtout pour les éléments nouveaux. C'est-à-dire un nouveau virus qui est découvert, s'il y avait un consensus, ce serait presque pas scientifique. La science, c'est le contraire de dogme. Donc on va tester des choses, se tromper, retester, mais c'est juste que la médecine nous a apporté un tel confort que ça devient inimaginable pour nous que des médecins ne savent pas quoi faire. On n'accepte plus l'incertitude en fait. On s'en remet forcément à quelqu'un pour combler ce vide d'incertitude. On n'accepte plus l'incertitude en médecine parce que la médecine a fait tellement un bon boulot que la mort devient quelque chose de non naturel. Mais ça, c'est une posture très très récente dans l'espèce humaine. En général, la mort, c'est la règle. Il n'y a même pas 150 ans, une mère perdait la majorité des enfants qu'elle avait en très très bas âge. C'est-à-dire, on vit dans un tel niveau de confort que
pas pouvoir sauver tout le monde, c'est devenu presque un reproche à la science. Genre, c'est quoi ces médecins, je pense que c'est une histoire de communication aussi. On a énormément communiqué ces dernières années sur de l'intelligence artificielle, sur la vie éternelle, sur les rachats pour des milliards de Google et compagnie, sur une recherche où l'intelligence artificielle allait résoudre tous les problèmes. C'est que moi j'ai été le premier surpris à ce qu'on puisse admettre de pas trouver un vaccin tout de suite et à pas le mettre en place tout de suite. J'ai l'impression qu'on a tellement de puissance de calcul aujourd'hui qu'on peut tout simuler dans l'instant et que du coup on se retrouve complètement paralysé et c'était pas prévu dans la communication qui nous a été faite jusqu'à présent. C'est pourquoi moi je travaille et j'ai fait des conférences au CJD sur l'importance du doute. Pour moi, une des phrases que j'aime beaucoup, c'est la science est une science inexacte. Et c'est important de dire ça. La science, c'est vraiment l'éloge du doute et de l'incertitude. La science, c'est pas quelque chose qui prouve, c'est quelque chose qui élimine ce qui marche pas pour voir ce qui reste. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et le deuxième point sur la question que vous m'aviez posée, c'est sur la transférabilité. Pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas les uns des autres? Et ça, c'est un peu le saint graal de l'éducation. C'est effectivement, il semblerait qu'on apprend que quand on paye un peu de notre poche. Et ça, on le voit avec nos enfants. Vous pouvez dire à votre fils, j'ai été dans la même situation que toi. Si tu fais ça, ça va mal se passer. Bim, il a besoin de le faire. Mais j'espère que, encore une fois, au niveau des systèmes, des politiques à appliquer, on le voit beaucoup dans les entreprises. Par exemple, quelqu'un invente, je sais pas, l'entreprise libérée et tout le monde veut l'appliquer. On va devoir apprendre comment le faire, mais j'espère que ça va être le cas. Et le dernier point que vous avez mentionné, c'était sur l'OMS et l'économie. Et là, on revient, encore une fois, moi, je travaille sur comment est-ce qu'on forme nos opinions. Et on a tellement rendu l'économie sur une sorte de piédestal qui est l'alpha et l'oméga de tout, que ça impacte même les scientifiques de l'OMS de se dire, au lieu de prendre des considérations sanitaires comme des considérations prioritaires, de se dire peut-être qu'on devrait un peu attendre, peut-être par chance. Et aussi, il faut se rappeler que le dernier risque d'épidémie qu'on a eu, c'était quand Roselyne Bachelot était ministre de la Santé et tout le monde s'est foutu de sa gueule parce qu'elle avait pris trop de stock. Alors que c'est ça le drame dans les épidémies, c'est que quand il se passe rien, c'est que vous avez fait un bon boulot, mais tout le monde pense que c'était exagéré. Et c'est une sorte d'être maudit. C'est-à-dire, s'il se passe rien, on vous blâme d'avoir trop fait, et s'il se passe quelque chose, on vous blâme que vous n'avez pas fait assez. Ça ne veut pas dire qu'il faut tomber dans la fausse équivalence. Encore une fois, par exemple, au niveau du système hospitalier, moi j'ai travaillé à la PHP pendant 10 ans. Genre, ça fait au moins 15 ans qu'on dit le système est détruit, on fait des grèves. Tout le monde s'est mis en grève la dernière année du corps médical. Tout le monde, les chirurgiens, les neurologues, les infirmières, les aides-soignants, tout le monde. Et on peut vraiment pas dire qu'on n'avait pas prévu ça. Le système de santé, le système hospitalier était vraiment à genoux pour pouvoir supporter n'importe quelle crise sanitaire. Elle aurait pu être sur les poumons, elle aurait pu être sur les os, sur n'importe quoi. Et ça, tout le monde le Mais c'est vrai qu'on a médiatiquement, avec l'affaire Bachelot et avec les H1N1, H5N1 qui au final sont un peu se soldent par rien, ça a fait pchit. Finalement, on était préparé à l'idée que ce soit jamais grave, ou en tout cas que ce soit toujours plus annoncé plus grave que ce qu'on pense. Et donc, de fait, ce rapport-là à l'information était complètement biaisé aussi. Je reviens 2 secondes sur la transférabilité. Je trouve ça assez étonnant et j'en profite pour te poser la question vu que tu travailles là-dessus. Qu'on arrive à assimiler quelque chose parce qu'on l'a vécu nous-mêmes et que ça marche beaucoup mieux que quand on nous le dit, je veux bien le concevoir, mais là on parle de pays, ce qui veut dire qu'on l'a pas vécu nous personnellement, c'est les pays, et donc ça veut dire qu'on est associé aussi intimement à un groupe défini à l'échelle d'un pays, et du coup pas défini au niveau de l'Europe, parce que tu donnes l'exemple du Portugal qui réagit différemment de nous. On a quand même ce côté groupe sociologique qui est aussi important que ça dans la transférabilité. Oui, parce que là, encore une fois, on sépare tout le temps l'individu, la transférabilité d'individu à un individu, de moi à mon fils par exemple ou à ma fille, et de groupes, de réseaux, de systèmes. Et les systèmes sont supposés pouvoir avoir une meilleure transférabilité. Mais effectivement, on a encore beaucoup de mal. Et la deuxième chose, c'est que comment on divise nos groupes, c'est hyper aléatoire. C'est-à-dire les pays, la France, l'Allemagne, etc. C'est des divisions qui ont été faites il y a des siècles et des siècles, bien avant la mondialisation, bien avant les avions, bien avant Internet. Et du coup, c'est complètement absurde d'un point de vue rationnel de continuer à délimiter les groupes basés sur des frontières. Genre si je vais à la frontière entre la France et l'Espagne, il n'y a rien au sol. Il n'y a pas une sorte de marque. C'est des frontières virtuelles qui avaient un sens il y a longtemps. Mais aujourd'hui, pour un virus, ça n'a aucun sens. C'est la même chose que quand il y a eu la centrale nucléaire
le nuage de la centrale De nucléaire. Tchernobyl. Je vous dis le nom de Tchernobyl alors que je regardais la série. Et on s'est dit, ça va s'arrêter à la frontière de la France, comme si ça existe, la frontière de la France. La frontière de la France existe juste par consensus entre les humains, mais elle n'existe pas dans le monde physique. Mais Et nous, donc, on ce serait bien l'expérimente aussi tous les jours ici parce qu'on est à la frontière de la Suisse, qui a une culture extrêmement différente. Et eux-mêmes, Voilà. à l'intérieur de la Suisse, l'expérience entre les cantons où ça n'a rien à voir, les mentalités, etc. Du coup, moi, je suis surpris par ça, dans des sujets aussi graves et aussi importants, par les différences culturelles entre les groupes qui sont aussi probantes sur ces situations-là. Ouais. Et on revient sur l'importance des récits qu'on se raconte, comment ça conditionne nos réactions. Et effectivement, on aurait besoin, pour affronter les nouveaux défis, de repenser comment on divise la segmentation des groupes. Par exemple, le premier discours du président, il disait, ça sert à rien de fermer les frontières, il faut isoler les zones le virus n'a touchées, pas de frontières, les zones effectivement. pas touchées. Mais on l'a pas appliqué, et surtout, il dit ça sur le virus, mais après il dit, les étudiants vous restez chez vous, les salariés vous sortez, comme si le virus il sépare entre salariés et étudiants. Le virus il sépare pas entre français et allemand, il sépare pas entre salariés et étudiants, entre enfants et adultes. Genre il voit un hôte et il y va, quoi. Et toi qui étudies ça, est-ce que tu as l'impression que, parce qu'on est quand même par rapport aux années précédentes dans un monde extrêmement mondialisé, on regarde tous les mêmes séries, on a une sorte de télévision mondiale qui s'appelle Netflix, une culture qui se mondialise beaucoup, est-ce que ça a un impact sur les groupes et sur la sociologie des groupes ou pas tant que ça? Oui, c'est peut-être le truc qui a le plus d'impact de différent entre aujourd'hui et les anciennes épidémies. Les 9 points que j'ai cités sont un peu les mêmes, mais la différence, c'est la sociabilité. Les mêmes qu'on fait en ligne, les vidéos qui tournent, les blagues, Facebook, Skype, ce qu'on est en train de faire maintenant, etc. Et ça change énormément la donne pour l'impact, par exemple, du confinement sur la psychologie. Je voulais qu'on en parle justement du confinement, puisque l'objectif c'est aussi de parler du fonctionnement de notre cerveau. Comment est-ce qu'on vit à l'intérieur de notre cerveau le confinement? Moi, il y a un truc qui m'a marqué vraiment, c'est d'avoir ce sentiment d'être emprisonné alors qu'on ne l'est pas. On a des autodérogations qui nous permettent de sortir. Enfin, évidemment, notre liberté est un peu plus contrainte, mais on est loin d'être dans une prison. On est chez nous avec les gens qu'on aime ou qu'on est censé aimer en tout cas. Comment est-ce que notre cerveau réagit dans cette situation-là? Alors, pas si mal en fait. Encore une fois, il faut faire attention de ne pas s'attendre à ce que... Je pense que, à part les personnes qui ont des problèmes au niveau psychologique ou de l'appareil psychique, si vous avez des troubles anxieux, des troubles de l'humeur, des troubles de la personnalité, si vous avez un trouble du spectre autistique, effectivement, ça va être problématique. Mais pour la majorité écrasante des gens, je pense qu'on sous-estime, encore une fois, la résilience de l'individu Homo sapiens. C'est-à-dire, la première période, c'est un peu bizarre parce que c'est un changement d'habitude. C'est plus le changement d'habitude que le confinement. Mais encore une fois, on n'est pas si mal lotis pour ceux qui ont la chance, parce qu'on ne parle pas des personnes qui sont à la rue ou des personnes dans des pays non développés. Genre, quand l'épidémie va toucher l'Afrique, pour moi, j'ai une peur bleue de comment est-ce que ça va être, comment ça va se passer. Ça commence à arriver, ils ont les premiers cas et effectivement, ça va être compliqué. Ça va être très 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 compliqué, mais pour nous, personnes de notre profil ou classe sociale, on va s'en sortir mieux que ce qu'on annonce. La majorité des études qu'on a sur ce sujet viennent de deux populations. Une population pas comparable qui est la population carcérale. Effectivement, là, c'est une prison. Et la deuxième, c'est les astronautes. Et il y a 2 grandes études qui ont été faites. La première pour la station Mir, au début des collaborations américaines et russes, ce qui est devenu après la Station spatiale internationale. Et le deuxième, c'est pour des protocoles de confinement qui ont été faits pour une mission que la NASA préparait qui s'appelait Mars 520, 520 jours de confinement pour simuler un voyage sur Mars. Et par exemple, les astronautes qui sont sur la Station spatiale internationale sont en confinement et en télétravail, genre. C'est un peu la même chose. C'est un peu ça. Mais est-ce qu'ils s'y préparent justement? Est-ce qu'on les balance là-dedans ou est-ce qu'on les force à s'y préparer? Non, ils s'y préparent. Et il y a les guides de ce qu'ils font. Et par exemple, j'ai appris plein d'anecdotes cool parce que je suis en train de faire une étude d'évaluation sur l'impact du confinement sur l'appareil psychique humain. Par exemple, les astronautes de la NASA ou de la Station internationale, c'est quelque chose qu'ils ne communiquent pas, ils n'en parlent pas dans les médias. Mais si vous êtes astronaute à la NASA et vous avez un acteur, une actrice, une star, quelqu'un de connu avec qui vous avez envie de parler, ils vous font un call pendant 30 minutes à 1 heure pour discuter avec une personne en disant il y a un astronaute qui veut vous parler, et évidemment la personne va dire oui. Ils ont les films qu'ils aiment, un peu leur Netflix à eux. C'est quand même vraiment le métier de rêve au final. Hein. Bah, c'est pas quand même un peu. Après, c'est très très dur, mais oui, c'est un peu le métier de rêve. Ils ont des moments pour parler avec leur famille, un peu comme ce que nous on fait. Ils ont des moments pour regarder par la fenêtre. Après, la fenêtre, c'est l'espace, mais un peu comme nous on fait. Ils ont juste pas une dérogation pour sortir faire un tour dehors.
Mais au final, on retrouve les mêmes gestes que nous, on est supposé faire. Avoir un rythme physique soutenu, de pas juste, on n'est pas fait pour être aussi sédentaire, donc bouger son corps, avoir des rythmes de sommeil qui se respectent pour que le rythme circadien ne parte pas dans tous les sens, discuter avec les gens qu'on aime bien, pouvoir diviser les tâches entre ce que je dois faire si je travaille à distance, mais aussi les tâches que je dois gérer à la maison, les enfants, si j'ai des enfants, le ménage, la bouffe, etc., etc., etc. Et moi, je pense qu'encore une fois, on sous-estime combien on est résilient. Je pense que si demain, on annonce la fin du confinement, pour une grande partie des gens, ce confinement, dans une semaine, sera comme un très, très, très long week-end, quoi. Ouais, à l'exception des conséquences économiques dont on a parlé rapidement aussi au début de cette émission avec Timothée. Mais effectivement, intellectuellement, moi, je pense que c'est pas du tout une situation grave. Mais est-ce que, par rapport aux astronautes, justement, qui, eux, font le choix, est-ce que le fait que ce soit une démarche volontaire change la perception de la chose dans ton cerveau? Est-ce que c'est beaucoup plus facile à accepter parce que tu l'as décidé? Ou est-ce qu'au final, c'est la même chose? Bien sûr, il y a deux éléments qui font que mon analogie ne marche pas vraiment pour que ça soit à 100%. Genre, c'est une analogie à, je sais pas, 70%. Premier, c'est choisi versus pas choisi. Et deuxième, c'est la raison du confinement. C'est qu'il y a un virus. Et notre cerveau est hyper attentif aux informations liées à un danger physique sur notre corps. C'est ça l'origine du stress. Le stress, à la base, c'est une réaction physiologique face à un danger physique. Et du coup, le fait qu'il y ait un virus, je pense que les gens n'ont plus de mains tellement ils se lavent les mains ou ils lavent les choses qu'ils ramènent du supermarché, etc., etc. Il y a une sorte de peur de contagion qu'il n'y a pas pour les astronautes. Et la deuxième, c'est effectivement être forcé. Et le risque, c'est qu'il y ait de la défiance. Qu'au bout d'un certain temps, les gens en ont marre, tout bêtement, et commencent à défier et à sortir. Et la pire chose qui peut se passer, c'est qu'on arrive à commencer à passer à une sorte de cap, après que ça reparte juste parce qu'on se dit que... En fait, pour moi, la sortie du confinement est beaucoup plus complexe que l'entrée en confinement. Et je pense qu'elle est complexe pour tout le monde, y compris pour les autorités qui cherchent désespérément une solution pour sortir de cette situation inédite sur laquelle on a peu de recul. Justement, j'ai l'impression qu'on attend de voir ce que vont faire les autres. Et comme ils font rien pour l'instant, on attend. Et c'est vraiment très compliqué sur plein d'éléments. Encore une fois, je suis pas expert en économie, mais sur la psychologie, par exemple, imaginez que vous avez une personne dans votre famille qui a eu le corona et qui était gravement malade ou qui malheureusement a perdu la vie. Et après, on fait des tests de dépistage pour tout le monde et vous découvrez que vous avez eu le corona mais sans symptômes et c'est vous qui l'avez donné. Ça va être très compliqué de gérer plein de situations auxquelles on n'est pas encore en train de penser. Si on décide de tester tout le monde pour faire des sortes de mini-confinements, si vous avez déjà eu le corona ou vous l'avez pas, vous pouvez sortir. Et si vous l'avez pas eu, est-ce qu'on va pas faire ce point qui se passait avant, qui est le rejet des malades? Est-ce qu'il ne va pas y avoir une sorte de blâme qu'on ferait sur certaines personnes? Il y a plein d'éléments d'un point de vue juste psychologique. Je ne parle pas du tout ni politique ni économique, où ça doit être un casse-tête genre sans fin à prendre en compte. Et j'espère que c'est en train d'être pris en compte, parce que sinon ça va être très compliqué. De ton point de vue, dans tout le débat actuel, quelle est la part de peur réelle ou supposée de ce virus et la part j'ai l'impression d'un peu café du commerce? Disons qu'on a plus de foot et en fait on a ça et tout le monde peut prendre une position radicale sur je suis pour ou contre le professeur Raoult et ses recherches alors que je n'y connais rien, mais on s'oblige finalement à prendre position comme on prenait position sur les choix du sélectionneur de l'équipe de France à l'époque où il y avait encore du foot à la télé. Est-ce qu'il y a une part café du commerce comme ça qui a un impact forcément sur la manière dont on vit ce confinement? En fait, une des spécificités de l'espèce humaine, c'est les ragots. On aime bien parler les uns sur les autres. Et du coup, oui, tout le monde devient soudainement expert en épidémiologie et en virologie et a son opinion sur l'hydrochloroquine. Tout le monde sait si le virus a été créé au laboratoire P4 de Wuhan par des gens de l'Institut Pasteur. Si les masques servent à quelque chose ou pas, si les gants servent à quelque chose ou pas, etc. C'est pas grave, ça nous occupe. En fait, quand on regarde les actes, d'autant plus que tu nous as dit que la science était imparfaite et que donc du coup on pouvait pas compter sur la science pour avoir une vérité absolue, alors on se retrouve à être nous-mêmes au rang de scientifiques à donner nos avis. Mais il faut faire très attention, il faut pas tomber dans ce qu'on appelle la fausse équivalence, c'est-à-dire la science n'est pas exacte, ça veut pas dire qu'elle est complètement inexacte, c'est des pourcentages, et la science est la meilleure méthode qu'on a pour se rapprocher d'une exactitude pour ce genre de problème.
Et du coup, il vaut mieux quand même écouter les scientifiques. Et la majorité des scientifiques s'expriment avec beaucoup d'incertitude. C'est-à-dire, le problème, par exemple, avec la polémique avec le professeur Raoult, c'est beaucoup de scientifiques qui lui disaient, tu n'es pas en train d'avoir la méthode et tu n'es pas en train d'exprimer d'incertitude. Tu dis le confinement, ça sert à rien, j'ai trouvé le remède. Et c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Parce qu'il y a encore des gens qui sont en train de mourir. Sinon, tous les autres pays auraient plus de morts. Genre, la France serait le seul pays qui refuse l'hydrochloroquine et qui a encore des morts. Mais on voit qu'il y a encore des morts partout, dans tous les pays. Et du coup, le reproche qui a été fait par des scientifiques au professeur Raoult, c'est d'être pas assez scientifique, en fait. Paradoxalement, ça veut dire de pas être assez incertain. On a vraiment besoin de réhabiliter le doute et l'incertitude sur ces différentes choses. Mais au niveau des individus, ceux qui discutent et qui disent Raoult c'est le meilleur, Raoult c'est pas le bon, Wuhan, pas Wuhan, etc. Quand on regarde leur comportement, la majorité écrasante de ces personnes se confinent, se lavent les mains, adoptent les gestes barrières, adoptent la distanciation sociale. Oui, il y a quelques cas anecdotiques de personnes qui sont allées se soigner, s'automédicamenter à l'hydrochloroquine et se sont intoxiqués. Et la majorité des personnes, s'ils ont des symptômes, ils sont en train d'aller à l'hôpital. Et c'est pas grave. Il faut pas tout le temps surestimer l'impact qu'a les discours sur le comportement. Sur le comportement, les choses qui sont plus à risque, c'est un peu ce qui s'est passé au début de la crise avec le gouvernement. C'est au contraire de pas prendre assez ça, de pas prendre ça assez au sérieux. De pas stresser assez, en fait. S'il y a une situation où le stress est utile, c'est maintenant, parce que c'est le stress qui va nous pousser à prendre les gestes nécessaires pour endiguer je pense que c'est toute l'ambiguïté d'un dirigeant politique et qui plus est d'un président, c'est d'être à la fois celui sur qui on compte pour rassurer, sachant que c'est aussi celui qui doit faire peur, et on n'est pas du tout préparé, je pense intellectuellement, surtout dans un pays comme le nôtre, à ce que la personne sur qui on a l'habitude de remettre tous nos problèmes nous dise bah c'est la merde et stressez-vous. S'il avait eu cette posture-là, je sais pas comment on aurait réagi, je sais pas si on était prêt. Moi, je suis de ceux qui défendent que les gens, je fais confiance aux capacités des gens. Je pense que si on dit aux gens, on est incertain, c'est un nouveau virus, on fait du mieux qu'on peut, mais on a besoin de prendre nos précautions, c'est infiniment mieux que de leur dire, vous sortez pas, mais vous allez voter, mais vous allez pas à la fac, mais vous allez au boulot, mais vous pouvez aller faire les courses, mais pas, mais oui, mais non, mais on change. On a créé plein de dissonances, effectivement, mais c'est presque un problème de communication au final qui font qu'au bout d'un moment on s'est bloqué, on savait plus. Ouais. Alors qu'on aurait pu communiquer de l'incertitude. Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, dans d'autres pays. Hein, et je pense pas que les Français soient plus cons que d'autres peuples. En fait, j'aime pas quand on dit que les gens c'est des moutons, les gens veulent pas réfléchir. Je pense qu'on doit faire confiance aux gens. Moi, quand je fais des confs, j'essaye autant que je peux de transmettre cette complexité. Et ça fait, je sais pas, une dizaine d'années que je fais ça et jamais j'ai senti que c'était trop compliqué, les gens étaient trop cons pour comprendre. S'ils comprennent pas, c'est ma faute. C'est que j'ai pas été assez pédagogue. Mais je pense que c'est important de respecter l'intellect des personnes et de pas se dire moi je peux supporter quelque chose, mais eux pas. Si le président peut supporter l'incertitude, bah, le peuple peut aussi, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est un homme comme un autre. Donc, Et la résilience, comme tu disais, même si on pense qu'on n'est pas capable, on finit par l'être, on n'en meurt pas en tout cas. Albert, juste, comment on fait pour accepter l'incertitude? Parce que c'est quoi? Faut juste se dire c'est comme ça? Et est-ce que... En fait, hier, je faisais une interview, on m'a dit comment est-ce qu'on peut faire pour bien vivre le confinement, et j'ai dit, bah, au pire, on le vit mal. C'est-à-dire, on est dans cette sorte de dictature d'aller bien tout le temps. Genre, il y a une épidémie, il y a des gens qui crèvent. Vous allez aller mal un peu, je suis désolé les gars, mais on peut pas aller bien tout le temps. Genre, c'est pas très grave si j'ai un coup de stress ou je tousse et j'imagine que j'ai le Covid instantanément et ça me fait flipper et je commence à compter 14 jours dans ma tête pour être sûr de si je vais survivre ou pas. C'est normal, c'est quelque chose qui fait peur. Est-ce que tu penses que... Le but, c'est... Pardon, est-ce que tu penses que ça a un impact sur les rêves? Parce que moi, on m'a toujours dit, on rêve la nuit pour se préparer à des situations qui sont pleines d'incertitudes et justement pour y apporter chaque fois une réponse différente. On refait toute l'analyse dans notre tête et on se dit, voilà, si je réagis comme ça, il va se passer ça. Est-ce que tu penses que là, on est tellement dans l'incertitude que ça a bloqué le processus de rêve parce qu'on sait plus quoi penser? Alors, le rêve, c'est quelque chose de très particulier. On ne sait pas vraiment trop comment ça marche encore. Il y a plusieurs hypothèses. Donc, il y a les hypothèses de traitement de l'information pour résoudre des choses. Et il y a l'hypothèse où on est en train de re-ranger ce qui s'est passé dans notre journée. Mais dans les deux cas, on va rêver du Covid. Que ce soit si on est en train d'analyser ce qu'on a fait pendant la journée ou si on est en train de penser à notre réaction de derrière. Si vous avez des rêves sur merde, il faut que je me lève, faire mon attestation pour aller sauter sur un dragon et voler voir l'éléphant rose, c'est normal, ne vous inquiétez pas.
Moi, j'ai Ça, l'impression j'ai arrêté de rêver, alors je sais pas si c'est signe que je vais bien ou que je vais mal. ça aussi, l'arrêt des rêves, ça peut être aussi des changements de rythme, de sommeil, de rythme d'activité physique, on bouge beaucoup moins, on marche beaucoup moins. Et donc, ça aussi, c'est normal. Si le confinement dure assez de temps, les rêves reviendront, mais j'espère pas. Je rêve plus en tout cas d'interaction sociale, mais c'est marrant, la rapidité avec laquelle on s'adapte à une nouvelle réalité. Ah ouais. C'est qu'on rêve plus de prendre des gens dans des bras, c'est devenu choquant en fait, donc c'est assez curieux. En tout cas, il me reste à te remercier beaucoup d'avoir accepté de passer autant de temps avec nous aujourd'hui. Albert Moukébert, docteur en neurosciences cognitives, tu étais en direct avec nous depuis Paris, c'était un plaisir de t'avoir.